Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour des États-Unis. Il a regagné Abidjan ce matin après sa participation à la 71e Assemblée générale de l'ONU. La première dame de Côte d'Ivoire a aussi effectué le déplacement aux États-Unis. Madame Dominique Ouattara a eu des rencontres avec des personnalités, l'épouse du sénateur américain John McCain et avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Pour suivre les cours ici en Côte d'Ivoire, les élèves du secondaire doivent s'inscrire en ligne. Mais plus d'une semaine après la rentrée des classes, des difficultés sont constatées, notamment dans certains établissements privés. Aux États-Unis, des centaines de personnes continuent de défiler dans les rues de la ville de Charlotte malgré le couvre-feu en vigueur. C'est la troisième nuit de violence pour dénoncer la mort d'un homme noir abattu par la police mardi dernier. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour des États-Unis. Il a regagné Abidjan ce matin après avoir participé à la 71e Assemblée générale de l'ONU. Hier, à la tribune des Nations unies, où il s'est exprimé, le président ivoirien a présenté officiellement la candidature de la Côte d'Ivoire au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Avant les États-Unis, le président Ouattara était au Canada à la 5e conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. La Côte d'Ivoire a annoncé une contribution de 500 millions de francs CFA pour le Fonds mondial et 500 millions pour l'ONU-SIDA. Avant de regagner Abidjan, le président Ouattara a eu un entretien avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Sur place à New York, les deux personnalités ont évoqué notamment les questions de développement. Cette rencontre est aussi perçue comme un au revoir pour Ban Ki-moon qui quitte ses fonctions cette année après 2 mandats passés à la tête de l'ONU. Et toujours à New York, à la tribune des Nations unies, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé hier. Il a exposé sa vision d'un monde meilleur et fait des propositions face aux crises qui secouent la planète. Le président Ouattara a par ailleurs présenté officiellement la candidature de notre pays au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Envoyé spécial aux États-Unis, Viviane Aimé. Au siège des Nations unies ce jeudi 22 septembre, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a fait entendre la voix de la Côte d'Ivoire devant l'Assemblée générale des Nations unies. La Côte d'Ivoire, mûre de ses 20 ans de crise sociopolitique, a désormais son mot à dire à travers le monde dans le règlement des conflits, a soutenu le chef de l'État ivoirien, qui a présenté officiellement la candidature ivoirienne à l'élection de juin 2017 pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est fort de cette remarquable évolution que mon pays a décidé de se porter candidat à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019. La CEDEAO puis l'Union africaine ont endossé cette candidature. Je voudrais à cet égard appeler l'ensemble des États membres de notre organisation à soutenir la candidature de la Côte d'Ivoire lors des élections prévues en juin 2017. La Côte d'Ivoire, à travers cette candidature, entend partager avec les autres pays membres son expérience réussie du maintien de la paix et de la collaboration au sein des Nations unies. Je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire a contribué par le passé à l'effort de stabilisation au Congo, en Haïti et en Centrafrique, à travers respectivement la MONUSCO, la MINUSTA et la MINUSCA. C'est dans cet esprit que la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la MINUSMA, était aux côtés du peuple frère malien entre 2013 et 2015. Et nous nous apprêtons à déployer d'ici la fin de l'année une compagnie de protection d'environ 150 éléments.
Le président de la République s'est aussi prononcé sur des préoccupations qui touchent à l'ensemble des pays du monde, comme la réalisation des ODD, les objectifs de développement durable, au nombre de 17, définis par l'ONU pour mettre fin à la précarité dans le monde. Le président de la République a appelé les pays développés à respecter leurs engagements à l'égard des pays moins nantis. Nous devons poursuivre sans relâche la mise en œuvre des objectifs du développement durable et de l'agenda de développement pour les 15 prochaines années. Il nous faut gagner le combat contre la misère et la pauvreté pour éviter à l'humanité les conséquences dramatiques que pourrait révéler l'échec du développement. C'est pourquoi j'invite les pays développés à respecter tous leurs engagements vis-à-vis des pays en développement dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du développement durable et du financement du développement. C'est ici le lieu de rappeler les engagements pris à Addis Abeba en juillet 2015 lors de la 3e conférence internationale sur le financement du développement, mais également ceux décidés à travers l'objectif 17 des ODD et d'autres instruments spécifiques additionnels comme le Fonds vert pour le climat. Autre sujet d'intérêt commun, la paix dans le monde, la lutte contre le terrorisme. Le président de la République a mis en avant la responsabilité de l'ONU pour le maintien d'une paix durable dans le monde. La configuration actuelle du Conseil de sécurité doit être repensée, a-t-il déclaré. Le Conseil de sécurité des Nations unies, dans sa configuration actuelle et son fonctionnement, ne pourra pas résoudre efficacement les conflits de notre siècle. Mon pays invite tous les États membres au sursaut afin de parvenir à une réforme globale et juste du Conseil de sécurité qui renforcerait sa légitimité aux yeux du monde entier et plus particulièrement pour les jeunes générations. S'agissant de la lutte contre le terrorisme, les Nations unies doivent organiser l'engagement collectif des États, a-t-il encore dit. Mon pays a connu, après de nombreux autres avant lui, les mêmes scènes insoutenables, après le lâche attentat de Grand Bassam, qui vient nous rappeler qu'aucun pays n'est aujourd'hui à l'abri d'une attaque terroriste, qu'aucun pays ne peut seul venir à bout de ce fléau. Les Nations unies doivent, par conséquent, plus que par le passé, être chargées de coordonner l'engagement international contre le terrorisme. Pour finir, le président de la République a remercié du haut de la tribune l'ONU pour son opération de maintien de la paix en Côte d'Ivoire pendant 13 ans et qui prend fin en 2017. Il a aussi rendu un hommage appuyé au secrétaire général Ban Ki-moon, dont le mandat s'achève en fin 2016. La première dame de Côte d'Ivoire a aussi effectué le déplacement aux États-Unis. Dominique Ouattara a eu des entretiens avec des personnalités, l'épouse du sénateur américain John McCain et avec le directeur exécutif de l'ONU-SIDA pour parler de la lutte contre le travail des enfants et bien sûr de la lutte contre le sida. On retrouve Viviane Aimé. Au cours de son séjour new-yorkais, la première dame de Côte d'Ivoire a accordé des audiences le mercredi à deux personnalités. D'abord, à Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. On a fait le point sur la lutte contre le sida en général, mais particulièrement son rôle dans cette lutte. Comment, en définitive, elle a pu nous aider à pousser l'agenda de l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Aujourd'hui, on voit énormément de résultats dans plusieurs pays, mais aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour faire en sorte que ces millions d'enfants qui n'ont pas accès au traitement puissent avoir accès au traitement. Et ça, je crois que c'est un agenda qui lui tient à cœur et on va travailler ensemble et on va faire en sorte qu'on puisse atteindre nos objectifs avant 2020. C'est ensuite en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes du travail des enfants que Mme Dominique Ouattara a échangé avec Mme Cindy McCain
épouse du sénateur américain John McCain. Les deux personnalités ont partagé leurs expériences en matière de lutte contre la traite des enfants. Et pour Mme McCain, la traite des personnes et le trafic humain. Ces deux grandes dames qui se rencontraient pour la première fois n'ont pas manqué de s'apprécier mutuellement. Je travaille sur le trafic humain aux États-Unis et il était important pour moi de faire la connaissance de cette grande dame qui est leader dans la lutte contre la traite des enfants en Afrique. La première dame de Côte d'Ivoire est en effet une leader. Elle est la voix de la raison en ce qui concerne la traite des enfants. Je suis fière et honorée de pouvoir faire sa connaissance. Ça a été une exaltante rencontre, a déclaré Mme Cindy McCain à sa sortie d'audience. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est toujours en France pour les rencontres Africa 2016. En marge des travaux, il a eu des séances de travail avec le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France. Le chef du gouvernement ivoirien a présenté au secteur privé français les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le reportage en France d'Hamza Diaby. Journée de jeudi chargée pour Daniel Kablan-Duncan. Après avoir pris part ce 22 septembre à l'ouverture des rencontres Africa 2016, le Premier ministre a accordé une dizaine d'audiences à des responsables d'entreprises françaises spécialisées dans divers domaines intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Juste après, cap sur le siège du MEDEF où l'attendent les patrons d'entreprises privées françaises. On voudrait pouvoir accélérer effectivement la pénétration dans votre pays d'un certain nombre de technologies représentées par des entreprises de taille moyenne, des PME. La présence des grands groupes est bien sûr celle que vous connaissez le plus couramment, mais nous avons aussi des savoir-faire, en particulier représentés par les PME, qui accompagneront le développement de la Côte d'Ivoire. Des compétences pour investir en Côte d'Ivoire et offrir des emplois aux Ivoiriens, c'est là tout le souhait du Premier ministre, surtout que le pays est au mieux de sa forme avec un climat des affaires favorable. Ces résultats ont été obtenus grâce à d'importantes réformes structurelles et sectorielles, visant à améliorer le climat des affaires, la compétitivité de l'économie, la gouvernance qui constitue les priorités de l'action gouvernementale en faveur du développement du secteur privé principalement. L'ouverture du tribunal de commerce d'Abidjan en octobre 2012, l'adoption récente du projet de loi relatif à la création de la cour d'appel du tribunal de commerce, la diminution donc des coûts, la simplification et la dématérialisation des procédures administratives dans de nombreux domaines figurent parmi les acquis des réformes engagées. Le Premier ministre évoque également les plans nationaux de développement 2012-2015 et 2016-2020. Et en termes de performance ces dernières années, il en a rappelé quelques-unes, notamment le classement 2 années consécutives dans le top 10 mondial des pays réformateurs du climat des affaires, selon le rapport Doing Business. Le président du Conseil économique et social est aussi en visite à l'étranger. Charles Kofi-Dibi est en France. Il s'est entretenu aujourd'hui à Paris avec son homologue français, Patrick Bernascon. Les deux présidents ont échangé sur la mise en œuvre d'une collaboration entre leurs institutions. On retrouve Hamza Diaby. Visite de courtoisie ce vendredi de Charles Dibi Kofi à son homologue français Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et environnemental. Après une présentation du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, Charles Dibi Kofi fait part à son hôte de son plan d'action et des défis qu'il a à relever, puis il sollicite une collaboration plus renforcée entre les deux conseils. Et au cours des échanges, on s'est aperçu que les points de vue étaient communs, que le président du Conseil économique de France avait aussi trouvé des idées à exploiter venant de son homologue de Côte d'Ivoire. En tout cas, je pense que les deux se sont bien entretenus et ont conclu finalement qu'il fallait qu'ils aient plus de rencontres pour pouvoir, disons, partager leur expérience et leur vue, disons, du développement des conseils économiques et sociaux. C'est une vision partagée, équilibrée, avec un désir de coopération très fort pour que ces conseils économiques et sociaux remplissent pleinement leur mission, qui est celle de conseiller ceux qui ont à un moment donné à faire des lois. Et nous partageons cet avis que nous sommes des lieux d'apaisement, de déminage, qui permettent d'éclairer un chemin pour ceux qui ont des décisions difficiles à prendre. Et nous souhaitons ensemble, évidemment, progresser et s'enrichir mutuellement et bien évidemment apporter les meilleurs conseils qu'ils soient pour l'avenir et pour nos pays respectifs.
Patrick Bernasconi, à l'invitation de Charles Dibi Kofi, sera en visite de travail à Abidjan en 2017. Le Conseil économique, social et environnemental est la 3e assemblée constitutionnelle de la République française après l'Assemblée nationale et le Sénat. Il favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile en assurant l'interface avec les décideurs politiques. Avant la France, le président du Conseil économique et social était en Belgique, toujours pour tisser des partenariats. Sur place à Bruxelles, il a multiplié les séances de travail avec les autorités belges. Des coopérations sont en vue pour redynamiser le Conseil économique et social, l'institut qu'il dirige ici à Abidjan. On retourne en Côte d'Ivoire pour parler du retour des exilés de la crise post-électorale. Cette question préoccupe le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une délégation du Bureau Afrique de cette institution internationale a échangé sur la question avec la ministre de la Cohésion sociale, Mariatou Koné. Au cœur des débats, bien sûr, la réinsertion socio-professionnelle des exilés dès leur retour, ainsi que les mesures prises pour leur sécurité. Michel Digré. Ils étaient 300 000 Ivoiriens exilés après la crise post-électorale de 2011. Ils ne sont plus que 30 000 en 2016. Pour le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, le résultat est satisfaisant. Mais tant qu'il y aura un Ivoirien exilé, la ministre Mariatou Koné sera à la tâche pour les faire revenir. C'est le message qu'elle a passé à la délégation du Bureau Afrique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le chef de la délégation du HCR, lui, a voulu savoir un peu plus sur les conditions de vie des exilés déjà rentrés au pays. Qu'est-ce que Madame la ministre de la Solidarité fait en accord avec le gouvernement pour que ces réfugiés se sentent vraiment bien accueillis? Par exemple, les fonctionnaires d'antan, est-ce qu'ils sont réintégrés? Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et ainsi de suite. La ministre répond aux préoccupations de la délégation. Une fois que ces personnes sont en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème de sécurité puisque ces personnes circulent librement. Il n'y a pas de problème d'intégration socio-économique puisque vous avez vu les fonctionnaires, tous les fonctionnaires qui sont rentrés reçoivent leur certificat de réintégration à la fonction publique. Donc ce sont des citoyens comme tout autre. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires, ils utilisent les canaux comme tout Ivoirien via le ministère de l'Entrepreneuriat, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Femme, pour trouver un emploi comme tout citoyen ivoirien. La ministre Mariatou Koné a annoncé des missions prochaines dans d'autres pays de la sous-région où vivent encore des Ivoiriens exilés, notamment en Guinée et au Libéria, 2 pays dont les frontières avec la Côte d'Ivoire étaient fermées du fait de l'épidémie de la fièvre Ebola. La réussite pour tous dans un système éducatif de qualité. Quelle responsabilité des familles? C'est le thème qui a réuni hier les familles de Côte d'Ivoire. Invité spécial de cette 3e édition des rendez-vous de la famille, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, s'est prononcée notamment sur les nouvelles dispositions relatives au quantum horaire. Patricia Mouetia pour le reportage. Un duo de choc, des femmes compétentes, une thérapie collective, dans un cadre de dialogue permanent entre le gouvernement et les familles. Cette 3e édition des rendez-vous de la famille se penche sur le quantum horaire du système éducatif. Selon l'invité de cette 3e édition, la norme internationale est de 30 heures de cours par semaine. Les autres pays, c'est 5 jours. Le Tchad, ils vont à l'école pendant 6 jours. Le Togo, la RDC, la France, ils vont à l'école pendant 5 jours. La Côte d'Ivoire est en deçà de toutes les statistiques que je viens de vous donner. C'est pour corriger cette situation que nous avons pris l'option de mettre à profit la matinée du mercredi qui vise à améliorer la qualité de la formation de nos enfants. La promotion de la responsabilité familiale est l'affaire de Euphrasie Yao. Pour elle, l'une des fonctions essentielles de la famille est d'éduquer et former ses membres. Il s'agit pour nous, en fait, de faire de la famille le rempart pour toutes les formes de déviation. On va beau critiquer les formes de déviation, nous disons que c'est la famille qui doit être le rempart pour éviter tout cela. La famille doit prendre sa part active
dans la prise de décision qui engage l'avenir de la nation. Les rendez-vous de la famille est un cadre de dialogue permanent entre le gouvernement et les familles. Il offre une thérapie collective en vue de relever ensemble les grands défis d'une Côte d'Ivoire développée et émergente. Voilà un reportage réalisé par Patricia Omouetia, la ministre de l'Éducation nationale Kandia Camara, invitée donc de cette 3e édition des rendez-vous de la famille. Toujours dans le secteur de l'éducation, pour suivre les cours, les élèves du secondaire doivent s'inscrire en ligne. Mais plus d'une semaine après la rentrée des classes, des difficultés sont constatées, notamment dans certains établissements privés. Des parents d'élèves qui ont inscrit leurs enfants ont du mal à retrouver leurs fichiers en ligne. Kone Pagassoro a constaté cela pour nous. Dans les locaux de la direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques DPS du ministère de l'Éducation nationale, certains élèves et parents d'élèves sont assis, d'autres debout. Nous sommes au plateau à la tour D, au 23e étage. Le motif de leur présence, trouver une solution à leurs problèmes liés aux inscriptions en ligne dans les établissements privés. On a un véritable problème avec l'inscription en ligne de mon frère. Il a fait la classe de la première A l'année dernière. Il veut aller s'inscrire, faire l'inscription en ligne. Lorsqu'il s'inscrit, ça sort qu'il a fait l'année dernière la classe de 3e. Ma fille est affectée dans une école privée par l'État et je n'arrive pas à l'inscrire en ligne. La direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques pointe du doigt les responsables des établissements scolaires privés qui refusent de remonter les résultats trimestriels de leurs élèves à la DPS. Les parents que vous voyez dans les locaux, pour la plupart, viennent pour juste signaler que malheureusement, quelque part dans la chaîne de remontée des données, il y a des informations qui n'ont pas été faites par les établissements, mais il faut dire en général ce sont les établissements privés. Les responsables de la DPS assurent et invitent élèves et parents d'élèves à faire leurs inscriptions en ligne auprès des opérateurs agréés par le ministère de l'Éducation nationale, ce en vue d'éviter les désagréments constatés. Je voudrais les rassurer que les problèmes qui ne relèvent pas de leur faute, nous les rassurons que nous sommes là pour les résoudre au fur et à mesure. Chaque parent peut faire son inscription sans intermédiaire. Et malheureusement, nous trouvons encore des parents qui se sentent obligés de se rendre dans des cyber, dans des points qui sont supposés agréés. Nous n'avons agréé aucun point pour faire des inscriptions en ligne. Approchés, fondateurs et directeurs des écoles privées apportent des précisions. Il y a des enfants qui viennent s'inscrire, il y a des difficultés, il y a les retards dans l'inscription en ligne. Et là, on envoie les parents vers la DSPS pour qu'on puisse régulariser la situation des enfants. Il y a des élèves qu'on doit actualiser, c'est-à-dire ces cas-là, 2 ans, 3 ans. Et puis il y a les cas de rattrapage, c'est-à-dire des élèves qui étaient dans d'autres établissements et dont les moyens n'ont pas été validés. Et dans ce cas, lorsqu'on fait l'inscription en ligne, ils sont dans les classes inférieures. Certains responsables d'établissements scolaires privés, quant à eux, souhaitent une prolongation de la date limite des inscriptions en ligne qui prend fin ce vendredi 23 septembre. On souhaiterait que les gens vraiment prolongent, même jusqu'en décembre, janvier, même voire janvier, on va régler tous les problèmes. La direction de la planification, de l'évaluation et des statistiques exhorte l'ensemble des acteurs du système éducatif à plus de responsabilités pour une rentrée scolaire 2016-2017 réussie. Nous partons pour la France où les potentialités touristiques de la Côte d'Ivoire sont présentées au Salon international du tourisme. Le salon a ouvert ses portes mardi à Paris. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre du Tourisme, Roger Kakou, a montré aux professionnels du secteur et au grand public les richesses touristiques de la Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. Le Salon mondial du tourisme a ouvert ses portes. Ce n'est pas un défilé de mode qui vous attend, mais un défilé de collections, d'offices de tourisme, de tours opérateurs et d'exposants. Tous les acteurs du tourisme ont répondu présents pour offrir aux visiteurs leur offre. Présente, la Côte d'Ivoire a vanté ses potentialités touristiques avec des choix variés et innovants. Porte-voix de l'Afrique de l'Ouest, le ministre du Tourisme indique que les ressources balnéaires, écologiques et culturelles des pays de l'Afrique de l'Ouest pourraient rivaliser avec les pays à fort taux touristique. À propos des opportunités qu'offre l'Afrique subsaharienne et en particulier la Côte d'Ivoire en matière d'investissement. Pour un moment où le développement touristique de l'Afrique de l'Ouest se trouve à un moment clé opportun avec un taux de croissance de 4 à 5% annuel selon les derniers chiffres de l'OMD.
La présence remarquée de la Côte d'Ivoire au Salon du tourisme Top Risa est un signal fort que le pays adresse aux investisseurs. Le CITA, Salon international du tourisme d'Abidjan, qui l'an dernier a fait quand même 34 000 entrées, plus de 200 exposants, se veut par cette organisation la première destination touristique de l'Afrique de l'Ouest. En multipliant sa présence dans les salons internationaux, la Côte d'Ivoire veut marquer ainsi sa présence dans les nouvelles destinations du monde. En politique, les partis membres du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, viennent de tenir une rencontre ici à Abidjan. Le RHDP est prêt pour concrétiser le projet d'un parti unifié. Après de longs mois de réflexion sur les propositions pour la création d'un parti unifié au sein du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, la direction du groupement politique se dit prête à concrétiser le projet. Elle a annoncé dans un communiqué produit ce jeudi. Tous les intervenants ont fait le constat de la situation de non-retour dans la mise en place du parti unifié, seul gage de pérennisation de la paix dans notre pays. Ainsi, pour sauvegarder cette paix, le président Henri Konan Bédié a souhaité que la nouvelle constitution ivoirienne en élaboration prenne en compte la note de sanction de la prise du pouvoir par les armes. Les conditions sont désormais réunies pour la création du parti unifié. Par conséquent, le processus de création du parti unifié engagé est irréversible. Les avant-projets des tests fondateurs du RHDP prêts, alors la remise officielle de ces documents et la mise en place d'un comité de réflexion pour l'unification effective des partis du RHDP peuvent se faire selon un chronogramme bien défini. Le jeudi 29 septembre, remise à Daoukro des documents au président Henri Konan Bédié, le professeur Maurice Kakou Djikaoué, secrétaire exécutif du PDCI-RDA, a été choisi pour piloter le comité de réflexion sur la démarche à adopter pour aller à l'unification des partis avec comme adjoint Maître Soro Brahima, secrétaire général de l'UPC. Pour consolider l'appel de Daoukro, considéré comme le socle du RHDP, la direction a invité ses membres à l'acceptation de la décision du groupement sur les arbitrages des candidatures lors des législatives à venir. Et le RHDP qui continue donc d'installer ses coordonnateurs. L'un des cadres du parti, Philippe Légré, a investi 9 coordonnateurs. Il leur a demandé d'aller partout pour expliquer aux populations la nécessité de voter massivement en faveur de la nouvelle constitution lors du prochain référendum. Abou Sanogo. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix étend sa toile à Oudini. 9 coordinations RHDP des sous-préfectures et communes du département ont été investies. Philippe Légré, l'émissaire du directoire, outre la mission d'implantation du parti, les a invités à se préparer pour une autre mission, le référendum. Vous devez faire en sorte que le référendum qui va venir là, et bien qu'il soit à 100% pour que cette constitution-là soit punie. Elle soit punie parce qu'elle a tué 3000 personnes. À cette injonction, la coordonnatrice départementale Nassene Batouri a promis un oui massif des populations d'Odjeni. La révision de la Constitution est impérative pour renforcer la paix et la cohésion. Nous irons dans tous les hameaux pour expliquer la nécessité de doter d'une nouvelle Constitution et d'inciter les populations à aller voter massivement le jour du référendum. Cette vague d'installation de coordination RHDP à travers le pays ouvre la voie au parti unifié. Hors de la Côte d'Ivoire, le Gabon attend toujours la décision de la Cour constitutionnelle qui doit valider ou non la réélection du président sortant Ali Bongo. L'opposant Jean Ping, qui conteste la victoire d'Ali Bongo, avait déposé un recours il y a 15 jours devant la Cour constitutionnelle pour obtenir un recomptage des voix dans le Haut-Ogooué. Dans cette province, le chef de l'État sortant a obtenu 95% des voix et arraché sa victoire. Les Gabonais, comme on le voit, sont donc suspendus au verdict de la Cour. Celle-ci doit en principe rendre sa décision aujourd'hui. Aux États-Unis d'Amérique, des centaines de personnes continuent de défiler dans les rues de la ville de Charlotte malgré le couvre-feu en vigueur. C'est la 3e nuit de violence pour dénoncer la mort d'un jeune homme noir battu par la police mardi. Les manifestants qui défient ainsi le couvre-feu institué par les autorités réclament
la diffusion de la vidéo de l'arrestation du jeune noir tué par la police. Sylvie Touré. À Charlotte, la rue ne désemplit pas et ne décolère pas. Des centaines de personnes ont défilé et défié le couvre-feu. C'est la 3e nuit consécutive de manifestations depuis la mort mardi de Kate Scott, un Afro-Américain tué par une policière. Les vies des Noirs ne comptent pas dans ce pays. Les vies des Noirs ne comptent pas dans ce monde. Et nous venons ensemble pour les faire compter. Nous allons forcer l'Amérique à les prendre en compte, que ce soit par la violence ou paisiblement. Il y a plein de solutions à ce problème. Mais s'il faut que ce soit par la violence, alors que ça le soit. Pas d'émeutes ni de pillages, contrairement à la nuit précédente au cours de laquelle 43 manifestants avaient été interpellés et un blessé mortellement. Mais je sens que les gardes nationaux sont là et qu'ils sont meilleurs qu'hier soir. Ils sont en train de nous aider, pas de nous gazer. C'est le calme en ce moment, pas d'émeutes, plutôt genre pouvoir au peuple. Pressée de rendre publique la vidéo de la scène, la police s'y refuse toujours. Elle a cependant admis que la séquence filmée n'offrait pas de preuves visuelles indiscutables confirmant que quelqu'un est en train de pointer une arme. Un aveu semblant affaiblir la thèse policière selon laquelle le policier qui a tiré était directement menacé par Kate Scott. Des membres de la famille de la victime ont vu la vidéo et l'un de leurs avocats a révélé qu'aucune arme n'y apparaissait. L'auteur du tir a été inculpé pour homicide involontaire. Les bavures policières à l'encontre des Noirs se sont multipliées ces 2 dernières années, faisant craindre le retour des vieux démons du racisme à la fin du mandat du premier président noir des États-Unis. Et ce récit de Sylvie Touré met fin à ce 20h. Mais avant, je rappelle que le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour des États-Unis. Il a regagné Abidjan ce matin après avoir participé à la 71e Assemblée générale de l'ONU. Merci de votre aimable attention.